Chers amis de Paix et Guerre, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect, car j'ai le plaisir d'accueillir ici un très ancien ami. On vient de compter, là, ça fait quand même plus de 35 ans que nous nous connaissons. Nous étions encore des étudiants lorsque nous avons fait connaissance, il y a, voilà, quand même... ça date maintenant, mais nous sommes toujours aussi jeunes d'esprit et vifs. En pleine forme. Et c'est le colonel, c'est le colonel, Père de Jon, on est bien d'accord. Colonel des troupes de marine, ayant été chef de corps du 3e RIMA, docteur en sciences politiques. C'est d'ailleurs dans ces études-là que nous nous étions connus. Ancien dernière aide de camp de François Mitterrand. Absolument. Et premier de Jacques Chirac. Voilà, si je me souviens bien. Fondateur de l'Institut Thémis et aujourd'hui son coprésident ou son coprésident. Oui, son coprésident. Ou vice-président, voilà. Consultant dans les médias, sur LCI et ailleurs d'ailleurs, parce que je t'entends ou je vous entends. Enfin, je vais avoir du mal à vous voyez quand même. On va se voir. Moi, comme tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, comme je veux. Comme tu veux. D'accord. Ok, donc on va se tutoyer. Oui. C'est trop difficile. Sinon, ça donnera un caractère un peu plus personnel à l'entretien, et évidemment observateur acéré et extrêmement, je trouve, lucide et pertinent, ce qui est quand même assez rare dans nos grands médias, sur les questions internationales et celles qui nous préoccupent au premier chef, c'est-à-dire les grands conflits, les deux grands conflits qui sont notre ordinaire depuis quelques années, l'Ukraine et l'Iran. On va commencer par l'Iran, qui est évidemment en haut de l'affiche. Et donc, cher père, j'aimerais beaucoup avoir ton sentiment. On est quand même... Bon, moi j'ai fait un espèce de verdict dès le début de la dernière agression, de la dernière attaque américano-israélienne, donc le 28 février dernier. J'ai expliqué que ça allait très mal se passer. J'ai dit qu'il faudrait que les Américains renoncent à cette idée. Ils n'y ont pas renoncé. Ils y sont allés. Ça me semble être quand même largement une impasse, non seulement militaire, mais stratégique en fait, avec des conséquences dramatiques pour l'ensemble de la planète, pas seulement pour l'image de Donald Trump. Nous avons donc un détroit d'Ormuz bloqué de fait, et doublement bloqué, puisqu'il a fait son blocus du blocus. Et voilà qu'aujourd'hui, je me lève et j'apprends qu'il y a une nouvelle initiative flamboyante du président américain qui s'appelle Project Freedom, où il est question de rien moins que d'escorter ou d'aider les bateaux à franchir le détroit d'Ormuz, au nez et à la barbe des Iraniens qui, à mon avis, sont sur le pied de guerre et pas du tout affaiblis comme on a voulu le croire, le penser et le laisser croire. Donc ouvrir le détroit de force. Alors, comment analyses-tu ça? Est-ce que c'est une nouvelle provocation? Parce qu'hier, ce week-end, Donald Trump a dû, à travers diverses auditions de ses grands subordonnés, parler au Congrès américain, expliquer que la guerre était finie, n'est-ce pas? Donc, c'est fini. Ça lui évite d'avoir à rendre des comptes. Et il peut en ouvrir une autre maintenant. Donc, est-ce que c'est une manière de dire aux Iraniens... attaquez si vous osez, et si vous attaquez, je répondrai, j'aurai une raison de répondre, j'aurai un motif de répondre, c'est moi qui serai en légitime défense d'une certaine manière. Est-ce que c'est de tester leur volonté, un peu comme les Américains le font en Ukraine depuis longtemps, et là aussi on en parlera après. Est-ce que c'est juste de la naïveté folle, s'imaginer que ça va passer, que l'Iran ne va pas réagir? En même temps, il y a des négociations quand même, indirectes certes, mais qui se poursuivent par certains canaux. Voilà, comment vois-tu l'immédiat et puis aussi peut-être ce qui peut se passer à un peu plus long terme? D'abord un constat, je dirais un constat de stratège entre guillemets, c'est qu'on sait que les Américains sont les rois de la planification et de la logistique. Oui. Et là, c'est assez exceptionnel, mais point de vue planification, il faut reconnaître qu'il y a quand même pas mal de choses à reprendre. J'imagine que c'était lié à cette décision assez étrange du président américain
qui a décidé de lui-même, en fait, quelque part, hein, de s'engager pour réduire l'Iran. Alors, au nom de quoi, on ne sait pas très bien, puisque il est intervenu le 28 février, donc un mois après les massacres qui sont tenus en Iran. Bon, un mois après, c'est beaucoup. Ensuite, au nom de la destruction potentielle du système nucléaire qui devait arriver dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, imminent, a-t-il dit à un moment donné. Donc on pouvait penser que dans les semaines qui allaient arriver après le 28 février, les Iraniens ont été capables de se doter de l'armement nucléaire. Le troisième point, c'était de contrôler les Houthis, quelque part, enfin, les Houthis et les proxys, comme on dit, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah qui est au Liban et les Houthis, et même ceux qui sont les chiites qui sont en Irak, etc. Donc il y a quand même une diaspora chiite qui est relativement importante. Donc c'était une des conditions sine qua non, et ça, il répondait en fait à un cahier des charges que lui avait soufflé Netanyahou. Faut pas, et le chef du Mossad, d'ailleurs, Barnea, qui était juste avant, 2 jours avant. Tout le système israélien joue sa carte. Encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Dans les guerres et dans les paix, chacun joue sa carte au moment où il croit qu'il doit la jouer. Donc les Israéliens ont joué une carte assez magistrale, puisque, rappelons-nous, ils avaient été bloqués dans la fin de leur initiative en juin 2025, au moment des grands bombardements de 12 jours sur les usines de retraitement de l'uranium en Iran. Les Américains avaient souhaité ou même avaient exigé un arrêt des combats de la part des Israéliens. Donc il y a un passé, il y a une espèce d'histoire, une espèce de crispation, une espèce de crispation, même on peut dire de cristallisation, de la réflexion. Et en fait, Trump, il est resté sur son modèle. Donc entre les deux, à partir de juin 2025 jusqu'au 28 février 2026, qu'a-t-il fait ? Il s'est fait plusieurs opérations, il ne faut pas oublier. La première, il a quand même récupéré le président Maduro du Venezuela, donc opération totalement étrange, mais en même temps assez réussie en termes d'efficacité. Après, politiquement, on verra, mais il semblerait que les Vénézuéliens ne sont pas mécontents d'avoir vu partir Maduro, puisque la vice-présidente, donc le parti directement de Maduro, est aux affaires, et ça ne change pas plus que ça. Et je pense que donc, les Américains ont double intérêt. Premier, ils ont mis le pied au Venezuela, ce qui n'était plus trop le cas. Et puis deux, ils ont commencé à titiller sérieusement les Chinois et les Russes, mais surtout les Chinois qui avaient des problématiques, en tout cas qui ont des problématiques d'énergie, de pétrole. Et donc, voilà, la Chine était un client important du Venezuela. Donc, ils sont rentrés dans le jeu d'une façon ou d'une autre. Le deuxième point, c'est le Groenland. Rappelons-nous, en janvier 2026, au moment de son 2025, autant pour moi, au moment de son premier discours au Congrès, lorsqu'il est arrivé, il a prononcé les mots de Groenland, les mots de Mexique, les mots de Panama et les mots de Canada. Bon, alors l'Europe et le reste, inconnus au bataillon, il n'a pas prononcé. Ce qui veut dire, très concrètement, on a eu droit à une séquence arctique qui était assez intéressante, parce que le Groenland, ça les intéresse. Alors c'est vrai que, en tant que stratège, entre guillemets, lorsqu'on regarde une carte, la carte commande, alors on a pu imaginer qu'ils voulaient récupérer des matières premières, mais pas du tout. La géographie commande, comme d'habitude, et lorsque Trump il se penche au-dessus de l'Arctique, au-dessus d'une carte, qu'est-ce qu'il voit ? Mais il voit à sa main gauche, il voit l'Alaska, il voit au milieu l'énorme Canada, et puis il voit à sa droite, c'est-à-dire du côté est, il voit le Groenland. Et puis en face, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit l'Arctique en train de se réchauffer, et puis en face, il y a la Russie. Donc je veux dire que, stratégiquement parlant, je veux dire qu'on ne peut pas lui en vouloir de vouloir mettre le grappin sur le Groenland, tout simplement. Alors évidemment, le problème, c'est pas à lui. Alors c'est le problème. Léger problème. Assez connexe. Hein, c'est un souci. On va dire qu'il faut trouver une solution. Donc il a cru qu'il pouvait le faire comme ça, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est que concrètement, il peut pas. Enfin, il a besoin de le récupérer. Alors encore une fois, c'est moralement impensable. D'autant que la grande chance de Trump, il est comme Poutine pour ça, c'est qu'il raisonne une grande puissance. Donc en fait, il fait fi du droit international, qui effectivement passe par l'ONU. Il a bien compris de toute façon que les Chinois et les Russes, depuis quelques années, mettaient en place un veto systématique aux considérations, aux délibérations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il a carte blanche. Donc ce qui s'est passé, le 22 février, quand Poutine rentre en Ukraine, et quand Trump arrive aux affaires, ils sont en phase. Et d'ailleurs, ça va très loin, puisqu'à un moment donné, dans un de ses discours, Trump, il dit qu'il ne s'intéresse pas à l'Ukraine. En fait, il se retire sur son précaré, qui sont globalement
globalement l'Amérique du Nord et du Sud, et il abandonne en fait très concrètement le fuseau central qui est constitué de la Russie, puissance majeure et nucléaire. Alors bien sûr, les mauvais esprits, les mauvais élèves qui regardent pas bien le truc, ils retiennent que la Russie n'a qu'un PIB de l'Espagne. Bon, une fois qu'on a dit ça, ils disent tous la même chose. On n'a rien compris. C'est la même chose, évidemment. Et je leur dis, oui, mais les Russes ont une tête nucléaire, donc vous êtes des grands malades si vous pensez. Et puis en parité de pouvoir d'achat, c'est pas le PIB de l'Espagne. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est de la russophobie de base. Exactement. On me l'a sorti encore il n'y a pas très longtemps, et c'est assez affligeant parce que quand on en est là, on dit bon, ok, ils n'ont toujours pas compris. Mais le problème, c'est que Trump, en se rétractant sur sa zone de responsabilité ou d'intérêt, comme on dit, mais en fait, il abandonne le fuseau central, constitué de la Russie au nord, et puis de trois sous-zones. La première, le Moyen-Orient, mais qui se partage à l'évidence avec le monde entier à cause du pétrole, et j'y reviendrai. Le deuxième point, c'est l'Afrique, et le troisième point, c'est l'Europe. Donc en fait, Trump nous a abandonnés à l'influence américaine, sachant que les Russes sont déjà bien implantés en Afrique, mais pas depuis longtemps, puisqu'ils sont arrivés en Afrique réellement, après avoir fermé toutes les ambassades à partir de 91-92. Ils sont revenus en Afrique à partir de 2017-2018. Ils remettent les pieds réellement en République centrafricaine en 2018, dans le sillage du départ de l'opération Sangaris, qui est une opération française. C'est un peu le dispositif. Donc je reviens sur le Moyen-Orient, qui est en fait la suite de cette histoire, puisqu'en fait il a abandonné le fuseau central, parce que ça ne l'intéresse pas, hein, très concrètement. Je retiens les termes de Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, de la semaine dernière, devant la Chambre des représentants, où il a dit « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est quand même l'Europe qui va financer la guerre, qui va nous acheter des armes, il a dit officiellement, pour le donner aux Ukrainiens. » Donc voilà, le tour est joué. Mais Pete Hegseth est peut-être d'origine hollandaise, donc c'est peut-être cela. Mais en tout cas, le gars vachement organisé, plein pot, il explique que pour eux, c'est affaire réglée. Donc, mais c'est réglé depuis plusieurs mois. Hein, oui, mais là c'est dit tellement évident. Et le problème, c'est pour nous Européens, on pourra parler à la fin de notre entretien, on pourra parler de la réunion de l'OTAN du 24-25 juin en Turquie, qui va être quelque chose d'assez violent. Je reviens sur mon histoire iranienne. Après, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais c'est vrai que le point de départ, comme je viens de te le dire, c'est le point de la planification. Donc en fait, Trump ne planifie pas. Il est dans l'instinct permanent, il est dans les décisions va comme je te pousse, et puis il dit, voilà, derrière ça suivra. Parce que jusqu'à présent, depuis 1 an et demi, c'est vrai que ces décisions, bon an, mal an, ça fonctionne. Alors j'ai pas dit que c'était génial, j'ai pas dit que c'était extraordinaire, mais pour l'instant, c'était pas la catastrophe. Donc en fait, il était sur un mode, de toute façon, la tendance suivra d'une façon ou d'une autre. Et donc quand il s'engage, moi ce que je sais par mes amis officiers américains qui me disent tous qu'en fait ils n'étaient pas prêts, ils étaient surpris par la décision. Et le chef d'état-major, Kane, qui est un aviateur, il a dû se poser de vraies questions. Comment on peut planifier une opération aussi loin des bases? Ça c'est un point très important. 2, avec une armada bien évidemment assez consistante, mais quand même avec un fond politique qui n'existe pas. Parce que comme toujours, les Américains, ou en tout cas, pour les Américains, ça arrive souvent, ils mettent en place l'effet final recherché, après s'être mis le doigt dans la souricière. Alors, ils vont trouver, parce qu'il faut bien rendre compte au Congrès, etc., qui d'ailleurs, le Congrès aurait dû être informé hier ou avant-hier, mais grâce au fait que la guerre est terminée, puisque c'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, donc il n'a plus besoin maintenant d'avoir un vote du Congrès. Alors il a quand même 30 jours, dans la Constitution, 30 jours de plus, donc pendant les 30 jours, je pense qu'il va essayer de gérer ça au mieux dans les 30 jours. Donc en fait, on est dans une situation assez étrange, où la première puissance militaire mondiale monte en puissance pendant à peu près un mois, donc c'est tout janvier-février, et puis au bout d'un moment, il décide d'y aller, à la surprise générale. En fait, les Iraniens ne craquent pas, parce que psychologiquement, c'est incroyable, ils ne raisonnent pas par rapport à l'autre. Le secret du stratège, c'est bien connu que Montgomery, il avait sur la table de nuit, il avait la photo de Rommel, et vice-versa, il savait avec qui il avait affaire. Pour Trump, c'est pas un problème. L'armée américaine est là, ça va se traiter en quelques minutes avec ça. Aujourd'hui, on est donc enquisté, il n'y a pas d'autre mot. Et enfin, les Américains sont enquistés dans ce conflit, qui est un conflit très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un conflit quand même qui est décalé, qui est asymétrique, comme on dit. C'est que la puissance américaine, elle ne discute pas, elle ne peut pas se discuter. La puissance iranienne, elle peut se discuter, mais l'avantage, ils ont des énormes avantages. Et il y a l'un d'entre eux qui est fondamental, qui n'est pas le nucléaire, ni la violence et ni
ni la capacité à détruire du système politique, mais surtout ils avaient caché l'évolution, en tout cas les trouvailles qu'ils avaient fait dans le domaine balistique. Et là, on découvre un Iran qui pensait qu'il y avait des chiffres bizarres qui circulaient, ils ont 1000 missiles, 2000, enfin n'importe quoi, mais c'est pas ça le sujet. On découvre la qualité en fait de leurs missiles. Donc l'hypervélocité, donc avec des missiles probablement qui montent au-dessus de 5000 km/h, voire plus haut normalement. Deuxième point, donc une portée importante avec des missiles extrêmement importants. Il y a un missile qui fait 80 tonnes, qui est dans les soutes iraniennes. Deuxième point. Troisième point, on a réalisé, c'est que ils étaient capables de travailler sur l'évasivité entre guillemets la manœuvrabilité dans les missiles, dernières. exactement. Oui. Ce qui est extrêmement perturbant, parce que vous savez qu'un patriote, tu sais qu'un patriote, décidément, tu sais qu'un patriote, quand il voit le missile partir, le radar le détecte. Au passage, les radars, une partie ont été détruites par les Iraniens les premiers jours de la guerre. Donc en face, ils n'étaient pas non plus sourds et aveugles. Hein. Donc ils ont détruit pas mal de radars. Donc le radar détecte le départ du missile. Les calculateurs vont imaginer la trajectoire et surtout le point d'impact. À partir de là, ils vont prévenir sur le terrain, un radar de tir avec une batterie de tir, et au dernier moment, ils vont tirer au bon moment, ils vont tirer sur le missile. Le problème, dès lors qu'on a un missile qui a une soit qualité... hypersonique, soit hyper véloce. D'abord, il est hyper véloce. 2, il est capable de mener une manœuvre évasive, comme on dit. Ouais. Et puis 3, ils ont aussi des missiles avec des sous-munitions. Donc le problème, c'est quand déjà le missile monte, il va bouger, il va changer, parce que le missile, dans sa tête, il a une tête active, qui va repérer, qui va comprendre qu'un radar l'a identifié. Donc il ne va pas tout de suite être évasif. Il va être évasif que sur la fin de trajectoire, là où il prend sa vitesse pour entrer sur l'objectif. Ouais. Donc là, il va changer de trajectoire de quelques centaines, dizaines, vingtaines de kilomètres. Tout dépend de toute une série de facteurs que je ne vais pas détailler. Et en final, il plonge sur sa cible et une partie des missiles se divise en sous-munitions. Ça, c'est le grand choc qu'ont eu les Américains. Ils ont réalisé que les Iraniens avaient... C'est l'Oreshnik version iranienne. Oui, mais en plus de ça, ils en ont beaucoup. Ils sont précis. Et puis, il y a un renseignement, et je termine là-dessus, un renseignement qui est de très grande qualité, grâce, on peut imaginer, aux Chinois et aux Russes. Les Russes sont plutôt malins, c'est que ils font le minimum syndical, mais n'empêche que ça n'empêche pas probablement qu'ils donnent une qualité de renseignement extrêmement pointue aux Iraniens, ce qui leur permet d'avoir des frappes précises sur les bases, sur les radars, sur les installations américaines qui se situent dans les pays du Moyen-Orient. Donc on en est là, à l'heure où on parle, on en est là, parce que c'est quand même... ça n'a pas avancé plus que ça, après une campagne de bombardement qui a duré 1 mois. Après un arrêt des bombardements depuis 1 mois, donc il ne se passe pas grand-chose. Mais le problème, il se passe une chose très importante, c'est que les uns et les autres, les Américains et les Iraniens, évidemment, ont complété en matériel, ont réparé, ont fait ce qu'il fallait, sont renforcés. Donc on a une situation qui est exactement celle de février 2026, donc il y a 2 mois, dans lequel les 2 protagonistes sont à nouveau face à face. Et là, au milieu de tout ça, il n'y a qu'à craquer une allumette. Et cette allumette, c'est peut-être ce matin, puisque, comme l'a dit le président Trump, il a décidé cette nuit, ou hier soir, de monter une opération, d'escorte, le mot, c'est pas escorte, d'accompagnement, il a-t-il dit, des convois civils. Vous savez qu'il y a 1000 bateaux civils à l'intérieur du Golfe Persique. Et donc, il va monter des opérations d'accompagnement. C'est-à-dire que les bateaux ne seront pas visibles. Et si c'est des escortes, ils seront visibles. Et là, on verra l'attitude et le retour des Iraniens. Oui, alors, ils ont dit aussi que ça pourrait être simplement de la communication, de coordonnées, d'endroits où c'est miné, d'endroits où c'est pas miné, etc. Parce qu'avant de mettre un destroyer ou avant de mettre des vrais bateaux de guerre, parce qu'ils n'en ont pas non plus énormément, les Américains. Ils ont quoi, une dizaine, une quinzaine, tout compris. Oui, tout compris. Mais les porte-avions, ils ne vont pas rentrer. Donc ça fait en fait une douzaine qui vont faire. Ça me semble totalement fou. Mais je pense que la situation n'est pas la même qu'au 28 février. Parce que depuis, les Russes comme les Chinois, chacun à leur manière, chacun sur leur fréquence, entre guillemets, leur type de communication, ont quand même clairement fait comprendre aux États-Unis que là, c'était allé trop loin et que ça ne se passerait pas comme ça. Donc que ce soit le dernier entretien Poutine-Trump, que ce soit Xi Jinping qui vient là de juste expliquer que l'extraterritorialité du droit américain avec les sanctions américaines, les nouvelles sanctions américaines sur les raffineries, il n'en tiendrait absolument pas compte, mais qu'en revanche, il considérerait comme hors la loi les entreprises qui se risqueraient à les respecter.
Là, moi, je trouve qu'on est entré dans une phase. Alors, la Russie et la Chine le font à leur manière, parce que quand tu dis que Trump, vis-à-vis des Russes et des Chinois, sont sur la même longueur d'onde, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ce sont des interlocuteurs, mais les Russes comme les Chinois font tout pour bien expliquer que l'Amérique est hors la loi, ce qu'elle est, évidemment. C'est-à-dire qu'en termes de légalité, de droit international, de type de gouvernance souhaitable, ils proposent complètement autre chose, avec un certain succès, il faut bien le dire, y compris vis-à-vis des Indiens. Là, on vient de voir apparaître les conditions du dernier pacte, justement, entre Inde et Russie, par exemple, en Arctique. Ça, c'est très intéressant. Donc là, ils sont en train de renforcer aussi leurs mains face aux États-Unis. Et je pense qu'il y a une au-delà du problème iranien, mais qui est fondamental pour les Russes comme pour les Chinois, aussi bien pour des raisons concrètes de projets, de corridors énergétiques, routiers, commerciaux, etc., de BRICS, mais aussi pour l'exemplarité, en fait, de leur modèle. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas abandonner l'Iran. Voilà. C'est juste. Et Poutine l'a dit très clairement. Et il l'a dit directement à Trump, et il l'a dit aussi au monde entier, entre guillemets. Bon. Et Xi Jinping aussi a des déclarations qui sont de moins en moins elliptiques. Enfin, elles sont de plus en plus claires, les déclarations chinoises. Alors, Trump va bientôt aller, dans 10 jours, là, le 14 mai, à Pékin, s'il y va, parce que si la guerre reprend, on verra. Mais je pense qu'il y a, au niveau géopolitique, au niveau stratégique, justement, au-delà du problème militaire, de ce que font les Américains pour essayer de se sortir de ce trou dans lequel ils se sont mis, avec les risques que ça comprend et qui font courir aux autres aussi, by the way, il y a un vrai... Pour moi, ça n'a fait qu'accélérer ce qu'ils redoutaient le plus, c'est-à-dire cette fameuse bascule. Que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou que ce soit là, ils accélèrent en essayant d'avoir un sursaut et de remettre en place une forme d'hégémonie. Ils ne font qu'accélérer la bascule qui leur est défavorable. Parce qu'il n'est plus le temps où la Chine était encore dans les limbes et la Russie en morceaux dans les années 90. Mais la Russie a intérêt à... C'est la grande gagnante de ce conflit. Absolument. Parce que non seulement elle revend son pétrole, aujourd'hui on est à 110 ou 120 $ le baril, il est à 55, il y a encore... donc un premier point, avec un besoin colossal de matières premières et de pétrole, donc il est vendeur, donc les Indiens, etc., les Chinois rachètent massivement. Deuxième point, donc, et en même temps Poutine a une guerre à financer, et aujourd'hui il la finance sans aucun problème. Sachant que demain matin, il y aura probablement, à mon avis, il y aura une disparition des sanctions, sauf si les Européens restent cramponnés dans leur système, parce que c'est pas impensable qu'il y ait une espèce de suicide collectif. Mais on est suicidaire. Tout le monde restera, enfin l'Europe restera sur son compte à soi, mais le problème c'est que l'Europe est parfaitement isolée. Pourquoi ? Parce que dans le monde vers lequel on allait, parce qu'en fait tout ça c'était un arrangement entre les grandes puissances, puisque je parlais tout à l'heure du fuseau américain, du fuseau central avec Poutine en situation dominante, et évidemment le fuseau asiatique avec Xi Jinping en situation dominante. Sachant que lui il a une problématique sur Taïwan, la mer de Chine et le détroit de Malacca. Donc voilà les trois fuseaux. Par contre, ça c'est la verticalité. Par contre l'horizontalité, et ça c'est la force de Poutine, c'est d'avoir généré l'acceptabilité ou la possibilité d'accepter ces trois fuseaux à partir du fait qu'il a un raisonnement, géopolitique extrêmement élaboré, Poutine, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le monde euro-asiatique, où en fait il a compris qu'il n'avait rien à attendre de l'Asie, de l'Europe, donc il s'est tourné par rapport à l'Europe. Donc il s'est mis sous l'Oural, contrairement au général de Gaulle qui voyait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, lui il le voit à partir de l'Oural en direction de la Chine. Parce que l'Europe lui bat froid. Oui, mais c'est trop tard, c'est fini de toute façon. Il le sait déjà, à mon avis, depuis 2007. Le discours de Munich en février 2007, il dit très concrètement aux Occidentaux et aux Américains que le monde unipolaire est terminé. Et c'est très important ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'unipolarité cesse à ce moment-là. C'est que Poutine a compris qu'il ne sera jamais dans le système, qu'il sera toujours le mauvais élève de la classe, et que parce qu'il n'est pas bien élevé, qu'il boit de la vodka, il ne boit pas une goutte. Et puis il est tellement qu'il n'intéresse pas les Européens. Moi j'avais vu Yeltsin avec Jacques Chirac. Jacques Chirac a essayé, tout le temps que j'étais avec lui à ce moment-là, je l'ai vu Jacques Chirac essayer d'introduire Yeltsin dans le dispositif, et Yeltsin était battu froid par les Américains, par les Anglo-Saxons et par
et par l'Europe, etc., parce que c'était la Russie. Donc je vais sur mon raisonnement. Le problème, c'est que donc Poutine a très bien compris, donc il a créé une activité, je dirais, il s'est créé un monde euro-asiatique, qui d'ailleurs un élément déterminant, c'est l'OCS, puisque l'OCS est la représentation de ça, l'Organisation de coopération de Shanghai. Ouais. Oui, pour nos rénové auditeurs. de mémoire en 2001 ou 2021, c'est le premier point. Ça, c'est le monde euro-asiatique. Sachant qu'au milieu de ce monde euro-asiatique, il y a une matrice, il y a un axe, et cet axe, c'est l'axe Moscou-Pékin, qui est indestructible. Absolument. On a cru, au début de la guerre, en 28 février, pas le 28 février, depuis 2022, on a cru qu'il y aurait une coupure entre eux, mais c'est une blague, ils n'ont jamais été aussi soudés l'un à l'autre. Donc c'est le deuxième point, donc cet axe, plus cette matrice du monde euro-asiatique, et surtout les valeurs qui ont été calées là-dessus, c'est qu'en fait, c'est les valeurs du Sud global contre ce qu'on appelle l'Occident collectif. L'Occident collectif étant les 32 pays de l'OTAN, étant évidemment Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon. Alors, plus quelques petits autres, je ne rentre pas dans le détail pour ici Futuna ou autre, mais on peut ça département, un territoire outre-mer. Bref, ce que je dis simplement, c'est que donc il y a ce monde, l'Occident collectif et le Sud global, et le problème qu'on a, c'est que Trump nous lâche. Donc on a un Occident collectif qui, en fait, dont l'acteur principal est en train de nous lâcher. Et que je sache, l'OTAN, 70% du matériel et des financements de l'OTAN, ce sont les Américains. Alors nous, on a beau dire qu'on n'est pas d'accord, etc., on est quand même, alors on va dire les 32, j'enlève les Asiatiques qui sont un peu trop loin, qui jouent leur propre carte, restons sur les Européens, les 27 Européens, on ne comprend pas. On ne comprend pas, parce qu'on dit, mais comment ça se fait? Et on voit qu'on est en plein débat. Quand vous avez Merz qui est capable de secouer Poutine il y a une semaine en lui expliquant que vraiment il est trop nul, etc., et l'autre dit, bon, bah écoute, moi je t'enlève 5000 hommes. Poutine, Trump. Trump, et je te monte les taxes de 25% pour tes voitures. Ah ben non, c'est pas gentil. Bah oui, c'est pas gentil, mais les Espagnols, attendez, ça va vous tomber sur la tête. Et les Italiens aussi. Les Français aussi un petit peu, mais nous on a de la chance, les Français, c'est que notre modèle, je dirais, pro-otanien, il ne l'est que depuis Sarkozy. Donc en fait, on n'a pas d'histoire concrètement à la Château-de-Patelle nous-mêmes. On a un système de décision autonome, on a l'armement nucléaire, donc on peut se contenter de ce qu'on a. On est moins connecté que les autres Européens, encore une fois, à l'achat de F-35 et ça. On est moins concerné. D'autant qu'on sait maintenant que les Allemands jouent leurs propres cartes, donc ils développent leur propre logique. Il y a 150 milliards par an de budget à la défense. Nous, on est en gros sur 55 milliards, mais hors pension, évidemment. Donc tout ça fait que alors pas dans les années qui viennent, mais dans les 10 ou 15 ans qui viennent, il y aura une énorme armée allemande qu'ils imaginent à 450 000 hommes. Et voilà. Je suis très étonnée de voir que ça ne choque pas plus de monde que ça en France. Alors ça parle quand même dans le petit milieu. Non, mais c'est quand même... C'est ahurissant. Je veux dire, ça devrait provoquer des débats, des réactions, mais des réactions au plus haut niveau, des réactions au niveau européen, au niveau du Conseil européen. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que pour moi, la posture butée, agressive, définitive contre la Russie fait qu'en fait, on ne voit pas les vrais problèmes qu'on est en train de créer entre nous-mêmes, déjà, premièrement. Deuxièmement, bon, là, on s'est coupé du seul gaz et pétrole pas cher qu'on avait, donc je veux dire, économiquement, c'est fou, c'est-à-dire l'idéologie nous a tués, en fait. Et en termes de sécurité, je trouve qu'on est de plus en plus dangereux. Les exercices poker, enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent qui sont quand même extrêmement inquiétantes quand on se donne la peine, mais j'ai pas l'impression qu'on se la donne beaucoup, j'espère dans nos armées, mais en tout cas politiquement j'ai pas l'impression, quand on se donne la peine d'écouter les déclarations des dirigeants russes, parce que moi je vois quand même depuis plusieurs mois, depuis au moins la fin de l'année 25, mais ça a commencé en 24 avec la remise à jour de la doctrine nucléaire russe. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient attaqués par des missiles moyenne portée, etc., que nous fournissons, il faut bien le dire, que ce soit les Américains ou les Européens. Et donc, ils ont commencé à se durcir. Alors, ça ne se voit pas forcément sur le front, parce que sur le front, ils ne veulent pas de pertes, et ils ne veulent pas de pertes civiles en face, trop. Donc, ils vont tout doucement, ils grignotent, mais ils continuent à grignoter, à faire ce qu'ils ont à faire. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Mais politiquement, il y a un durcissement du discours russe au plus haut niveau,
Et pas seulement Medvedev dans ses grandes déclarations spécialement bad cop, quoi, spécialement je suis le plus dangereux, je dis les choses les plus... Mais partout, et il y a un débat aussi interne sur la légitimité qui gronde, qui sourd, et qui va finir par gronder vraiment dans les cercles de pouvoir, mais aussi dans les médias, mais aussi dans les milieux académiques, mais aussi dans la population sur le thème. Ça fait trop longtemps que ça dure, il faudrait mettre un petit coup d'accélérateur, c'est pas très compliqué, il y a juste à le décider pour en finir avec cette guerre ukrainienne, parce que la crédibilité de Poutine elle-même commence à en prendre un léger petit coup. Donc il va être obligé de faire quelque chose. Mais moi je pense encore une fois, c'est que qu'est-ce qu'il va faire ? La stratégie actuelle de Poutine, elle est plutôt très travaillée. Oui, et mais ce que je pense, c'est qu'en fait, ça l'arrange. Il y a des élections législatives qui arrivent. En Russie, tout. Non, mais moi, bref. Je pense pas. Je pense qu'ils ont des problèmes politiques. Enfin, bon. Je pense que stratégiquement, encore une fois, l'opération est pas mal pour lui. Pourquoi ? Il a réussi à créer une espèce de front chaud. Il a recréé les conditions qu'il a connues quand il était jeune. Parce que Poutine, on ne peut pas le comprendre si on n'analyse pas sa jeunesse. Oui. Donc le problème de la chute du mur, etc., où la Russie communiste ne comprend pas ce qui se passe. Et le légalisme. Bien sûr. Et bien, il n'y a qu'à voir les mots, la dureté des mots des Russes quand ils parlent de Gorbatchev, par exemple. C'est incroyable. Donc c'est vrai que c'est l'homme qui a abandonné la Russie. Oui. Donc le problème, encore une fois, c'est que cette trahison de Gorbatchev, elle est sentie comme ça par une partie de l'opinion publique, pas tous évidemment, une partie, je dis bien. En tout cas, Poutine l'a totalement intégré. Donc le problème, il reproduit un modèle, et il sait que c'est un modèle efficace. Pourquoi ? Parce qu'en rentrant en Ukraine, bon, encore une fois, il a eu le Kosovo quelques années avant, donc il y avait un bon prétexte pour y aller, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui pour nous est très embêtant, parce qu'il l'a fait 2 fois. Il l'a fait en Géorgie en 2008, et là il a rebeloté en 2022. Encore une fois, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc cette question sera traitée ultérieurement. Donc il va occuper le terrain du temps qu'il faut. Le deuxième point, ce qui est très intéressant, dans le cadre de la logique qu'il a euro-asiatique, fondamental, c'est qu'il occupe tout le monde. C'est quand il fait ça, les Chinois sont très contents. Comme ça, il y a une espèce de front chaud sur lequel les Européens vont dire troupes au sol, pas troupes au sol, on va en Europe, est-ce qu'on passe la frontière, est-ce qu'on va en Ukraine ou pas. Le débat dure depuis 2 ans, il peut durer encore 2 ou 3 ans. En fait, on a recréé les conditions du mur de Berlin, une zone de confrontation qui sera tiède, ce que les Russes avaient déjà très bien fait quand ils sont rentrés en 2014 dans le Donbass. Oui, mais nous avons provoqué ça. Je veux dire que je pense je pense que lui aussi. Je pense qu'il est très content de voir que ça collait. En fait, le timing des deux collait. Et encore une fois, nous les Européens, on pensait que ça durait aussi quelques heures, quelques minutes. Et puis le problème, c'est que Poutine a une vraie stratégie. Et le problème, c'est nous on le voit, qu'il nous regarde, mais il ne nous regarde pas. Il a le dos tourné. Et si on ne comprend pas qu'il a le dos tourné, il ne s'intéresse pas. Il est dans une logique de... Tu vois, il va bétonner là. Ouais. Et le problème, nous, ça va nous occuper et ça va nous user. Pourquoi ? Parce que qui va aller sur cette ligne ? Moi, je m'inquiète des Baltes, je m'inquiète des Polonais, je m'inquiète de tous ces gens qui font de la provoque toute la journée. Mais les pays baltes, ils vont... Les drones ukrainiens qui passent... Je ne connais pas la réponse, mais honnêtement, demain, les Russes envahissent les pays baltes. Point de suspension. Que se passe-t-il ? Ils n'ont pas envie d'envahir. Ils n'ont jamais dit qu'ils envahiraient les pays baltes. Mais ils peuvent réagir. Au nom de la même logique que Trump. Ils peuvent Pourquoi ? taper. Parce que quand ils regardent une carte, parce qu'il faut toujours regarder la carte. Ils peuvent prendre des ça. Aujourd'hui, on a un transfert, je dirais, géopolitique. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, c'était la terre qui gagnait sur la mer. Et depuis quelques années, à cause de la dureté de la guerre en Ukraine, où là, c'est une guerre terrestre, le problème, c'est que les dirigeants ont compris que c'était un sacré scotch accroché à la chaussure. Pourquoi Trump il s'intéresse au Groenland ? Parce que c'est l'Arctique. Pourquoi Poutine aujourd'hui s'intéresse aux pays baltes ? Parce que c'est la mer Baltique qu'on a réussi à otaniser à 100%. Donc lui, quand il veut sortir un bateau de Saint-Pétersbourg, avec Kaliningrad au milieu, toute petite emprise, il fait teuf, et il passe tranquillement devant les pays baltes, devant tout l'OTAN qui prend les photos, les machins, etc. Donc lui, quand il regarde une carte, qu'est-ce qu'il voit ? Il a, comme Trump a sa côte sud par rapport à la côte nord, il a cette côte sud dans laquelle il y a 3 petits pays qui passent leur temps avec une histoire chargée quand même. Ouais, il dit, tiens, donc il peut être tenté un jour, d'autant qu'encore une fois, il peut créer ce que j'appelle moi, il peut recréer la cohérence géographique de la mer Baltique en contrôlant entre Kaliningrad et Saint-Pétersbourg, il peut contrôler l'ensemble de la zone, adosser la Biélorussie. Et là, on retrouve une espèce d'intégrité géographique qui est déterminante. Au passage, puisqu'on parle de mer, et j'arrête après, les Chinois ont le même sujet. Les Chinois regardent la mer de Chine, avec les sorties en direction du Pacifique bloquées par la 7e flotte,
par le Japon Oui, et par la Corée du Sud et par Taïwan. Sûr, donc ils ont la mer de Chine. La mer de Chine, c'est les Spratly et les Paracels. Et en bas de tout ça, il y a un petit chenal qui s'appelle le détroit de Malacca, par lequel passent 75%, 80% de ces bateaux dans un sens et dans l'autre. Donc le problème, les trois grandes puissances ont les trois mêmes problématiques maritimes. Et je suis d'accord. Je t'épargne le cours qu'on a reçu tous les deux, comment dire, de notre maître à tous les deux, avec quand il parlait de l'amiral Mahon, l'américain, qui tient les mers, qui tient les mers, tient les terres. Et aujourd'hui, on est rentré dans cette logique géostratégique. C'est plus les terres qui commandent, on n'est plus dans un monde bismarckien, même si les Allemands vont tenter de faire une grosse armée de terre, ou les Polonais une grosse armée de terre, c'est le poids de l'histoire. Bon, celui qui va gagner, c'est celui qui va contrôler les détroits, les isthmes et les mers. Ouais. C'est pour ça que les Iraniens ne lâchent pas. Les Iraniens ont parfaitement ils ont parfaitement compris que celui qui maîtrisait les détroits, comme le Bosphore avec les Turcs, et comme demain matin, peut-être Singapour et l'Indonésie contrôlent le détroit de Malacca. C'est le cœur du système. Contrôle les détroits et l'affaire est calée. C'est les routes. Et là, on comprend mieux la résistance iranienne. Bref, je m'emballe. Oui, non, mais c'est tout à fait passionnant d'expliquer à nos amis qui nous regardent tout ça, et d'une manière très claire. Il faudrait presque, d'ailleurs, on mettra une carte, une belle carte, avec tous ces détroits. Voilà, ça, ce sera bien. Oui, donc, mais moi, je m'inquiète quand même. Je suis d'accord avec absolument tout ce que tu dis. Effectivement, on a été à bonne école tous les deux. Mais moi, je m'inquiète du fait que, comme on ne veut rien faire et que Poutine a compris, et d'ailleurs il l'a dit, il n'y a pas très longtemps, on est en guerre avec l'OTAN. On a compris, ça y est, que vous nous faisiez la guerre. Alors vous nous la faites par des petits bouts, par des petits coins, par la Roumanie, la Transnistrie, par les pays baltes, par la Finlande, vous faites tout ce que vous pouvez. Je parle même pas du Caucase, de l'Asie centrale, de l'Arménie, enfin bon, toutes les autres manœuvres qui se poursuivent partout, dans tous les coins. Mais il ne faut pas, à mon avis, totalement sous-estimer le fait qu'il va devoir, lui, pour des raisons politiques internes, de préservation de son autorité et de sa popularité, qui baisse un peu, de la même manière que son pouvoir, son parti Russie Unie, baisse sensiblement dans les intentions de vote. C'est la première fois, ils sont presque au niveau du Parti communiste. Donc tout ça, je sais bien qu'on dit que la Russie est une dictature terrifiante, etc., mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mécanismes politiques, il y a quand même un système de poids et de contrepoids. Il ne peut pas... Et la décision est collective malgré tout, même si à la fin, oui, c'est lui, chef des armées, qui prend... Bon. Donc, on ne peut pas totalement exclure qu'il soit obligé à un moment donné de rétablir une forme de posture et de crédibilité vis-à-vis de nous aussi, non seulement à l'intérieur, mais vis-à-vis de nous, parce que nous, on croit qu'il bluffe, n'est-ce pas? On explique à la fois qu'il va avaler l'Europe et en même temps qu'il bluffe. Donc, bon, on ne voit pas trop la contradiction, mais enfin, bon, voilà. Bon. Mais ça peut se passer mal à Odessa, parce qu'on tape aussi, on tape, ça flotte. Donc, on n'arrête pas de le provoquer, quoi. Je veux dire, tous les jours que Dieu fait. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à la fin? Est-ce qu'on cherche vraiment l'affrontement? Est-ce qu'on se rend compte de la situation dans laquelle on sera si à un moment donné, la Russie réagit vraiment, pas seulement en mettant un Orechnix en charge qui explose quelque part? Est-ce que... Voilà, moi j'ai l'impression qu'on file quand même du mauvais coton par idéologie, par, encore une fois, russophobie pathologique, par incompréhension de tout ce que tu racontes, et de tout ce que tu expliques très bien, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'on s'est extrait tout seul du jeu, et Trump aussi maintenant nous néglige forcément, puisqu'on n'est pas d'accord avec lui, et en plus on n'accepte pas d'aller dans l'aventure moyen-orientale. L'OTAN a quand même, mais à mon avis ça c'était il faut noter quand même que intelligent. Voilà. Mais l'Europe n'a pas les cartes en main. Le problème c'est que tant que les États-Unis, on était liés jusqu'à Biden inclus, encore que c'est à vérifier. Mais supposons que, depuis que Trump est arrivé, c'est fini. Trump il est parti dans la politique, on dit isolationniste, mais c'est pas ça. Il est dans sa propre logique, ses intérêts
Américains ne sont pas là. D'ailleurs, je dis souvent à mes étudiants ou ailleurs, je dis souvent, ce sont les Américains ne sont rentrés en guerre qu'en 1917 et pas en 1914. Ils sont rentrés en guerre en 1941 et pas en 1939. Absolument. Donc, de toute façon, ils mettront un certain temps. Donc en fait, c'est pas leur sujet. Et le problème, c'est que nous, aujourd'hui, Européens, on n'a pas les cartes en main. Pour deux raisons majeures, enfin 3 raisons majeures. La première est l'économique, c'est qu'on est fauchés comme les blés. C'est bien de pouvoir d'avoir des projets phénoménaux, etc. Mais il faut pouvoir les financer. Donc on est fauchés comme les blés, on est endetté au maximum. On a fait des erreurs stratégiques. On a suivi les Allemands dans le domaine du nucléaire, etc., etc. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. On est avec un système totalement imbriqué. Au passage, on voit bien que les Allemands ont réussi, eux, à rester industriels, alors que nous, on a lâché notre outil industriel. Donc on venait devenir un pays qui fait du service fauché. Donc voilà un peu le bilan, même si on a encore une armée qui tient la route. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nucléaire qui est autonome, il se modernise, on a une armée qui est petite mais vaillante. Mais encore une fois, ça fait pas le printemps tout ça. Ça donne une espèce de lueur d'espérance en espérant que les Français, demain, auront le lead d'un pilier européen de la défense. Mais ce pilier européen, il mettra combien d'années ? Il va mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais surtout, il aurait un intérêt stratégique s'il était capable de se positionner entre l'Eurasie, puisqu'on est quand même en Eurasie, je suis désolée, et vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire on devrait être capable d'être des grands ponts, au lieu d'être des murs, au lieu de faire des murs. On n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est dans les bricolages avec les Allemands qui ne veulent pas faire l'avion du futur, ils ne veulent pas faire le blindé du futur parce qu'ils veulent le faire eux-mêmes, etc., etc. Donc on est dans une compétition intra-européenne qui est destructrice pour le modèle. Le problème, si on était encore costaud, on pourrait dire, voilà, la France, c'est la France de 1938 ou de 1914, la plus grande arme. Non, c'est fini tout ça. Donc on a des raisonnements et des réflexes qui dataient du siècle précédent. Qui sont décorrélés de notre puissance, de la réalité. Donc le premier point, il est économique, c'est vraiment quasiment exclusivement. Le deuxième point, c'est politique. Je veux dire, on a beau dire, voilà, on fait un pilier européen, pour faire quoi ? Pour faire la guerre à Poutine, mais c'est n'importe quoi. Il faut trouver le cadre politique est fondamental. C'est quoi l'Europe, avec qui on le fait ? Quand on voit les divisions qu'il y a, moi je suis régulièrement, j'essaie de suivre les débats à Bruxelles, mais c'est pathétique. Entre une extrême gauche complètement virulente, etc., etc. Donc ces gens-là ils ne veulent rien, ils veulent la destruction du modèle dans lequel on est. Donc le deuxième point, c'est le modèle politique, et il n'y en a pas, d'autant qu'on sait aujourd'hui que Mme von der Leyen, qui est le moteur politique de Bruxelles, est quand même allemande, et que je sache, les Allemands... Elle le restera. Elle est allemande, terminée, donc toutes les décisions, les accords du Mercosur, etc., tout ça, c'est allemand. On ne le comprend que maintenant. On découvre qu'il y a la politique de l'Allemagne qui s'est introduite subrepticement dans le dispositif européen. C'est un vieux travers français, c'est qu'on est toujours les pires défenseurs de nos intérêts nationaux dans les institutions internationales. Moi, ça, je l'ai vu dans les Balkans, je l'ai vu partout. C'est-à-dire, dès qu'on est dans les institutions dites internationales, on oublie quand même notre passeport, quoi. On l'oublie complètement. Moi, j'avais vu ça à Sarajevo très très bien. C'est partout, les Nations Unies, partout. Oubliez que vous êtes français. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est très impressionnant. Donc c'est très impressionnant et c'est extrêmement destructeur à la fin pour nos intérêts propres, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, l'européisme flamboyant, à la fin, c'est quand même des États, des intérêts, des industries, ça, c'est l'industrie. Deux, c'est la politique, donc les armes, etc. Le troisième, c'est le délabrement psychologique. Absolument. On a un système qui n'a plus de moteur, qui n'a pas d'âme. Si c'est que pour voir Netflix et puis 2-3 trucs à la télévision, c'est ça le moteur, ça ne marchera jamais. Donc aujourd'hui, c'est bon, ce que j'ai eu un choc hier, c'est que j'ai le fils d'un copain qui est dans la maman est marocaine, et le papa dit, il va avoir double nationalité, le passeport, comme ça, si ça clash, il pourra aller au Maroc. Mais c'est incroyable cette histoire. Et ça, c'est un truc que je n'ai même pas pensé. Donc on voit quelque part, il y a déjà le défisme est déjà rentré très profondément dans le système. Et l'indifférence. Alors on peut parler de tout. On peut parler de tout, de rien, de parler de machin, de gloser jusqu'à la fin des temps, etc., etc. Le problème, on a un système qui est délabré. Et donc il faut le reconstruire. Et il ne va pas se construire collectivement. Il faut que chacun des États européens se construise. Moi, j'imagine qu'aujourd'hui, les Polonais sont beaucoup plus construits que nous. Les Hongrois, probablement. Les Allemands sont en train de se reconstruire. Nous, Français, on a intérêt à faire la même chose et à arrêter d'être, je dirais, très
trop polyvalent. On n'arrive plus à identifier ce qu'on était jusqu'à présent. Et moi, je le vois à travers quoi? À travers l'Afrique. L'Afrique, c'était nos alliés naturels. On se le rendait bien. Alors, on peut en débattre, évidemment. Mais n'empêche que, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Moi, j'ai souvent dans mes interventions, j'ai une première carte en 2022. On avait un dispositif militaire qui était, somme toute, assez dense sur l'ensemble du continent africain. Je fais 2025, pas 2025, non, je fais, autant pour moi. 2022, 2025, 2025, la France quitte le Tchad et quitte le Sénégal. Il n'y a plus qu'une seule base qui est à Djibouti et qu'on loue 45 millions par an. Donc, je veux dire simplement, c'est qu'on est passé en 3 ans, on est passé d'un maillage extrêmement dense, etc., à rien. Alors, on dit oui, mais c'est normal, etc. Oui, mais le problème après, on parle d'influence. On n'a jamais. Enfin, on peut en débattre. Je veux dire le problème, c'est qu'on parle d'influence. Alors, on ne peut pas parler d'influence. Alors, je ne termine pas dessus, c'est terminé par ça, et je m'emballe, parce que c'est ma tasse de thé, comme on dit. Ne t'emballe pas. Le problème, c'est l'Union européenne. C'est qu'en fait, c'est quoi ces 3 grands chocs avec l'Afrique? Un, les opinions publiques. On peut dire que c'est les Russes qui nous ont... Mais pas du tout. Les opinions publiques nous ont montré la sortie. Les Russes, comme ils ne sont pas bêtes du tout, ils ont compris qu'on avait déjà la trace des bottes sur les fesses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la guerre en Ukraine, évidemment, où notre système mental, je dirais, militaro, politico, etc., est plutôt tourné vers l'Est que vers le Sud. Et puis, on a un troisième problème qui est l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, 2007, le traité de Lisbonne, l'argent qu'on avait, les financements qu'on avait pour financer notre politique de développement, que j'appelle moi la politique d'influence qu'on avait avec les États africains, où chaque ambassadeur, il pouvait dépenser 100 par an. Alors après, ils achetaient ce qu'ils voulaient, ils discutaient ça. Il y avait mais dès lors que 80% de cet argent va monter à Bruxelles, il ne reste que 20%. Donc avant, les ambassades françaises en Afrique avaient des camions, etc. donnés, mais maintenant, ils ont des crayons et des gommes. Et après, ils disent, oui, mais on n'est plus influent. Oui, on n'est plus influent. Mais d'autant que cet argent est monté à Bruxelles, ils font des grands programmes, il y a des trucs à 200, 300, 400, 500 millions d'euros, et ça redescend en fine gouttelette au prorata de la contribution des États. Donc l'Allemagne, numéro 1, 28%, la France, 24%, la Pologne, 18%, l'Italie, 14%. Bilan de l'opération, moi, dans mes pays francophones où j'allais avant, il y a encore quelques années, j'étais le seul. Alors, je pouvais merder, on pouvait discuter, ça marchait plus ou moins bien, etc. Mais je n'ai pas de compétiteurs. Maintenant, je passe mon temps à enjamber des serbo-croates, des trucs. Et quand ce n'est pas les Allemands qui disent non, ça c'est à moi, et pas autrement. Donc on a un vrai problème. C'est qu'on s'est créé une compétition dans notre sphère d'influence naturelle, et là, on ne s'en sort pas. Alors on a le scotch de partout. Donc ça crée des tensions absolument incroyables, parce que les opérateurs d'État qui récupèrent cette manne financière en gré à gré de l'Union européenne, c'est 28%, 24%, 18%, 14%. Et ça va jusqu'au plus petit des pays qui va réclamer ces X%. Et le problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, en quelques années, là, en 15 ans, le truc s'est évaporé. Alors, probablement encouragé par nos hommes politiques. Parce que bien sûr, c'est la défausse, c'est tellement pratique. Voilà, chacun joue sa carte. Enfin, sa carte c'est la carte de l'impuissance. Qu'il pense bonne, mais aussi de la paresse. Oui, parce qu'on est sur un modèle qui, en fait, sans risque, on dit, on est tous peace and love, la vie est belle, etc. Moi, je vois sur l'Afrique, c'est une catastrophe. On n'a pas su se reconnecter, on n'a pas vu ce qui se passait. Alors, une fois, l'exemple de l'Union européenne, c'est un sous-exemple. Mais n'empêche que ça fait partie d'un dispositif global d'amoindrissement. Donc, tout ça, ça fait que, dans un monde, dans un contexte international qui est extrêmement compliqué, dans lequel chacun compte ses forces, compte ses moyens, compte ses petits sous, compte ses billets et ses comptes en banque, et nous, Européens, et encore une fois, c'est collectif, on arrive extrêmement affaiblis. En fait, c'est l'Espagne. Pour moi, c'est l'exemple ultime, parce qu'encore les Français, on est un peu dans notre modèle, mais l'Espagne, l'exemple ultime, armée microscopique, bourré de problèmes entre l'Afrique et l'Europe, économiquement quand même relativement défaillant, et les types, ils vont mettre des baffes, ils vont essayer de mettre des baffes aux Américains. Alors, on ne se pose pas, mais je dis oui, mais et la séquence suivante, tu vas faire comment? Quand Trump, il va débouler là, le 24 et 25 juin. Non, mais il n'y a plus d'anticipation. Mais il va arriver avec une sulfateuse, le gars. Il va gérer son problème. Alors nous, on dit au complet, c'est pas bien, mais c'est pas la question. Est-ce que ce qui est pas bien, c'est que les Européens, à l'heure où on parle, ils ont toujours pas compris que c'était scandaleux, c'était même obscène d'être protégés par un pays voisin. Ils ont été tranquilles. Alors 1950, on va dire, ça fait quand même 76 ans qu'on est protégé par les Américains, et maintenant ils disent voilà, ça nous coûte très cher, trop cher, on va rapatrier une partie, on dit ben c'est pas bien, ben oui, mais fais-le toi-même. C'est incroyable, on est tellement sous le boisseau qu'on ne réalise même pas à quel point notre comportement, et encore les Français, c'est un cas particulier, je le dis bien, mais pour l'ensemble des Européens, c'est obscène.
Donc Trump, il dit, mais ils m'embêtent, ces gars-là. Non seulement ça, mais ils passent leur temps. Ils ne sont jamais d'accord avec lui sur rien. Oui, Dieu merci. Le jour où les Européens n'achètent pas de matériel, là, c'est rideau, au revoir, exit, merci, l'affaire est calée. Oui. Alors, tu viens de me donner une très bonne idée. Tu vas revenir et on va parler que d'Afrique. Bah, quand tu veux. Ça, j'adorerais. Mais oui, justement. On parlera. Il sort au mois de juin, là. Ben, c'est parfait. Voilà, tu viendras en parler. Mais bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Père, de cet un grand plaisir, entretien passionnant. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis certaine que tous ceux qui nous regardent seront très heureux et comprendront encore plus clairement les choses maintenant. J'espère avoir été un peu clair, mais bon. Tout à fait. Dans le monde troublé dans lequel nous vivons. Absolument. Un peu de lucidité, ça fait du bien. Et un peu d'humour aussi, d'ailleurs, ça fait du bien. Et puis, il faut aussi il faut avoir des bases. Le problème, c'est qu'il faut sortir du café du commerce. On voit trop de gens, alors moi, j'en suis pas bien loin, mais on voit trop de gens qui, aujourd'hui, encore une fois, sans racines, sans assises, blablatent. Mais sur des opinions. Et puis, un sentiment, une espèce de... Ah oui, c'est le bien, le mal, quoi. Alors, aujourd'hui, c'est pas le problème. Ah non, c'est vraiment il faut raisonner différemment. Ça ne marche plus du tout. Même le fait de le prétendre ne marche plus. Donc, bien sûr. Voilà. Merci en tout cas. Merci, Père. Caroline, c'était un grand plaisir de te retrouver après quasiment tant d'années. C'est incroyable. C'est vrai. Bon, on a une pensée pour notre maître à tous les deux. Pierre Dabzi. Ouais, bien sûr. Voilà, notre grand maître. Merveilleux. Il nous manque beaucoup. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Merci. À bientôt.